Alors la dernière fois, je vous avais parlé d'une dame qui avait rêvé de marionnettes, et à mon tour, j'avais rêvé de marionnettes. Dans le rêve de la dame, il y avait une partie de chaque marionnette, elles étaient 3, qui n'était pas sur scène, qui était sur le devant du Castelet. Et dans mon rêve à moi, les marionnettes qui sortaient de Paris traversaient un pont, et à ce moment-là, au lieu de continuer tout droit, prenaient le cours de la Seine. Autrement dit, elles montaient sur scène. Ça représentait mon désir, avais-je dit, mon désir de voir sa représentation monter sur scène. Bien entendu, elle-même avait donné des représentations pour ces espèces de machins qui étaient les marionnettes qui n'étaient pas sur scène. Elle en avait trouvé. Elle avait dit des trucs sur le phallus, des trucs sur les mers, des trucs sur... plein de choses qui lui appartiennent. Et bien entendu, ça fonctionne. Hein? Bon, il n'empêche que quelque part, je crois que mon inconscient avait été frappé par le fait qu'une partie des marionnettes ne soit pas sur scène. Et c'était venu se confirmer pour moi dans le fait qu'elle a fait un rêve quelque temps après, qui commençait par « il y a un spectacle et je ne veux pas faire le spectacle ». Pour moi, c'était une confirmation. Quelque part, elle ne voulait pas monter sur scène. Sur la scène inconsciente, s'entend. Hein, sa volonté consciente, bien sûr, c'était de faire avancer l'analyse, de trouver des interprétations, etc. Et en plus, elle en trouvait. Ce qui était très bien. Mais, n'empêche, pourquoi avais-je été tant frappé par ce corps des marionnettes qui était hors de la représentation, hors du Castelet? Et quelque part, ça avait dû me faire résonner en moi quelque chose de, j'ai envie de dire, de terrible. Que je ne savais pas quoi, hein, mais je pense qu'il était là. Et du coup, on a eu quelques difficultés à s'entendre. Il y a eu ce qu'on appelle un clash entre nous, parce que elle pensait qu'elle avait trouvé des représentations, et ce que je ne déniais pas, bien sûr, mais chez moi, il y avait cette espèce d'idée, qui est une représentation, une idée c'est une représentation, qu'il y a une représentation qui n'est pas là. Une représentation qu'il manque une représentation. Donc ça la mettait en colère quelque part. Elle disait, mais non, j'ai trouvé des représentations. Bon, j'étais incapable de l'expliquer plus avant. Moi, c'était comme ça, et de toute façon, je lui donnais raison d'avoir trouvé des représentations, bien entendu. Et puis voilà que, très peu après, elle m'amène un rêve dans lequel il y a une représentation. Dans ce rêve, elle voit un petit garçon qui est attablé à la table familiale et qui doit manger une paupiette avec des herbes dessus ou des pailles, quelque chose de pas net. Et elle l'interprète tout de suite en disant « Ah ben voilà, c'est un sexe féminin et les herbes, les pailles, là, c'est les poils pubiens. » Voilà, c'est ce qu'on lui donne à manger. Il y avait longtemps que c'était quelque chose qui, dans l'analyse, revenait plus ou moins. La question de faire bouffer le sexe à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Et peut-être bien que ça lui était arrivé, du coup. C'était en tout cas, c'est l'hypothèse qu'elle fait, qu'elle se demande, étant dans cette hypothèse, dans l'impossibilité de la confirmer ou de l'infirmer. Ça lui est peut-être arrivé, ou ce n'est peut-être qu'un fantasme. Va savoir. Elle se trouve dans le même état que mon état par rapport au viol de mes frères, dont j'ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos.
hein. J'ai plein d'éléments, plein d'indices dans mes rêves qui m'incitent à penser que j'ai été violé par mes frères quand j'ai été tout petit. Mais je suis incapable de dire ça m'est vraiment arrivé, ou c'est un fantasme, ou c'est une mise en scène des crasses qui me faisaient régulièrement et qui n'étaient peut-être pas d'ordre sexuel, parce que je m'en souviens d'un tas, hein, ça je me souviens dans la réalité, même adulte, de crasses qui m'ont fait, mais qui peuvent être assimilées à un viol. C'est-à-dire, c'est se moquer de moi. Tiens, je repense à le truc que m'a raconté mon neveu il y a pas tellement longtemps, parce que moi je m'en souvenais pas, alors que ça m'est arrivé à l'âge adulte. C'est qu'un jour, à la fin du repas familial, un repas de Noël où il y avait tout le monde, c'est-à-dire mes parents, mes frères, les belles-sœurs, les petits-enfants, grande tablée, et à la fin de ce repas, moi qui dis jamais rien, j'avais décidé de prendre la parole pour une fois en lisant un poème. Et mon neveu me raconte que quand j'ai eu fini de lire mon poème, mes frères se sont foutus de ma gueule. Je m'en souvenais pas, bien sûr, parce que c'était trop douloureux. Donc il est bien possible qu'il peut y avoir des tas d'autres situations comme celle-ci, où le sexuel n'est pas forcément au premier plan, mais qui sont douloureuses et que j'ai oubliées. Mais peut-être qu'il y a du sexuel aussi, on va savoir. On ne sait pas. Donc je suis dans la même expectative. Et je crois que c'est ça que j'avais projeté, disons, dans l'histoire des marionnettes. C'est-à-dire, il y avait ma propre envie de trouver une représentation qui manque. C'est-à-dire celle qui serait déterminante pour me dire c'est arrivé dans la réalité ou ce n'est pas arrivé dans la réalité. Parce que c'est exactement ce que mon analysante voudrait trouver. Une représentation qui lui dise exactement si ça lui est arrivé dans la réalité ou pas. Sauf que une représentation, c'est une représentation. C'est toujours ailleurs que dans la réalité. Mais est-ce que ça correspond à la réalité ou pas ? Je n'ai pas les moyens de le dire, et elle non plus. Néanmoins, elle a produit cette nouvelle représentation dans son rêve, la paupiette avec des herbes. Et ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Pour moi, c'était la représentation que j'attendais d'elle, de son histoire réelle. Et depuis, il se trouve que sa colère est tombée à mon égard, quoiqu'elle soit encore questionnante. Et surtout, je lui avais dit de nombreuses fois vous déborder, parce que elle ne cessait de m'envoyer entre les séances des messages, des mails, plein d'interventions. D'ailleurs, j'avais dû la rappeler à l'ordre à la fin d'une séance, comme ça, où elle aurait voulu plus de temps. Et je lui dis non, vous débordez. J'ai quelqu'un ensuite. Moi, je termine à l'heure et je prends les gens à l'heure. Et ça lui avait pas plu du tout, ça l'avait mise en colère, ce que je peux comprendre. Hein. Quand on veut plus de temps, quand on est en quête d'eux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a expliqué par la suite. Elle l'a très bien interprété. Elle m'a dit, je déborde parce que je veux savoir. Je suis en quête de cette représentation manquante. Et certainement de bien d'autres choses. Mais ça, c'est quand même un point fondamental dans l'histoire. Un point fondamental dans l'origine même. L'origine de l'histoire. Donc je le comprends fort bien. Depuis qu'elle a trouvé cette représentation dans son rêve, la paupiette aux herbes, eh bien, je n'ai plus de message entre les séances. Les séances se terminent à l'heure sans qu'elle réclame du plus. Tout va bien. Et ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que auparavant, j'avais pu l'obtenir, mais par la contrainte. C'est-à-dire en lui disant « non, vous arrêtez ». Et elle s'y était contrainte, une contrainte qu'elle dépassait de temps en temps.
Alors que là, non, tout bien. Moi, j'ai le sentiment que maintenant, elle le fait sans contrainte. C'est normal, elle a pigé. Parce qu'une représentation, c'est ça. C'est quelque chose qui est entouré, quelque chose qui est limité, qui ne déborde pas. Et même si ça ne nous donne pas la fin de la solution de l'origine, eh ben c'est quand même une représentation, c'est-à-dire que ça limite les débordements. Et ça, c'est déjà énorme. Vous vous rappelez ma théorie de la rondelle, qui fait que une coupure ne découpe un morceau dans une surface que lorsqu'elle se recoupe. C'est-à-dire qu'on trouve dans l'histoire des indices qui se recoupent. Comme dans une enquête policière, en quelque sorte. Il y a des indices, et au point qu'ils se recoupent, et qu'à un moment, on trouve l'assassin. Bon, dans notre cas, à elle comme à moi, on sait qui est l'assassin, mais on n'est pas sûr qu'il y ait eu un assassinat. Un viol, en l'occurrence. Ou une contrainte sexuelle quelconque. Bon, donc ça va continuer son petit bonhomme de chemin. Hein. Mais voyez comme quoi les rêves se répondent. C'est un travail d'inconscient à inconscient. Et c'est en le travaillant, parce que je lui ai raconté mon rêve des marionnettes, et nous en discutons. C'est une marche en avant ensemble. C'est pas l'analyste tout-puissant qui connaît les choses et l'analysante qui ne sait rien, c'est le contraire. C'est pas non plus l'analysante, d'ailleurs, toute puissante, qui sait tout et qui n'a pas besoin de l'analyste. C'est vraiment un travail d'équipe, je dirais. Un analysant et un analyste. Voilà, je voudrais encore explorer une autre situation. Ça commence par un rêve que j'ai fait la nuit dernière, tout simplement, et qui m'a vraiment épaté. Le rêve est le suivant. Je suis dans une ambiance de science-fiction. Un dictateur a mis tout un pays en hypnose. Ce qui fait que les gens vont au travail et se révoltent pas. Ils vont au travail comme des zombies, quoi. Et voilà, c'est pratique, comme ça le pays tourne, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de révolte. Et puis, ça change brusquement. Je suis sur un astéroïde, non loin de la Lune, et cet astéroïde a été transformé en décharge publique, en poubelle si on veut, par les humains. Et je suis là dessus, parmi les ordures. Et voilà une nouvelle ordure qui tombe du ciel, semble-t-il. C'est une espèce d'emballage de gâteau en plastique transparent. On a souvent ça quand on va chez le pâtissier. Mais cet emballage lui-même est mis dans un deuxième emballage, c'est-à-dire dans un sac en papier avec des anses. Ce qui se passe aussi très souvent quand on va chez le pâtissier. Alors je vois arriver ce truc-là qui va me tomber dessus, et je le repousse comme ça, en me disant que ça va le renvoyer dans l'espace. Malheureusement, ça ne le renvoie pas. Ça retombe. Question de gravité, sans doute, ou d'atmosphère, je ne sais pas trop, dans mon rêve. Je me dis qu'il faut peut-être que l'astéroïde s'éloigne un peu de la Lune, ou de la Terre, pour que la gravité soit moins forte et qu'il puisse repartir. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ça me préoccupe tant, mais voilà. Et puis on en revient à l'histoire du pays sous hypnose. Et je fais partie d'un groupe de révoltés de ce pays, et on doit franchir un barrage de la police. Je suis accompagné d'un ami chauve, au crâne rasé, quoi. Et lui, il me permet de franchir le barrage parce qu'il prend le gardien entre les yeux, là, il lui demande de le regarder bien dans les yeux et il le met sous hypnose. Ce qui fait que nous pouvons passer. Et là, je comprends que j'ai une très grosse responsabilité parce que je dois libérer toutes les planètes qui sont sous hypnose. Fin du rêve. Interprétation. Cette histoire d'hypnose, c'est vachement intéressant parce que c'est là-dessus que Freud a commencé à travailler, et c'est à partir de là, en abandonnant l'hypnose, qu'il a inventé la psychanalyse.
Hein, au départ, je le rappelle, il mettait les gens sous hypnose pour les faire parler, pour leur faire abréagir le symptôme, disait-il dans son vocabulaire de l'époque. Hein, c'est-à-dire sous hypnose, il faisait revivre aux gens le trauma, le supposé trauma. Hein, on parlait de trauma tout à l'heure par viol possible, en tout cas trauma sexuel dans l'enfance possible. Et donc, dans le premier Freud, c'était ça qui était censé guérir les gens. Et donc là, il s'agit de nous libérer de l'hypnose. L'hypnose est présentée comme un ennemi. Ma première idée, quand je me suis réveillé, c'est de penser que je venais de passer 2 très mauvaises nuits à cause des effets secondaires de mes médicaments. J'avais vraiment très peu dormi et j'avais été très malade. Et que finalement, l'hypnose, c'est le sommeil. Hein, hypnos en grec, c'est ça que ça veut dire, c'est le sommeil. Et que ce que je recherchais plutôt, c'était le sommeil. Avec un paradoxe, tout le monde dort dans cette planète, et moi, je serai là pour les réveiller. Et là, je retrouve la fonction de gardien du sommeil du rêve. Chez Freud, la première fonction du rêve, c'est gardien du sommeil. Il y a une autre, c'est l'accomplissement d'un désir. Et puis après, il complétera aussi, quand il aura trouvé la pulsion de mort, il trouvera aussi un peu autre chose. Mais en l'occurrence, gardien du sommeil, ça veut dire combien de fois j'ai rêvé que je cherchais les toilettes parce que j'avais envie de pisser, et comme ça m'évitait de me réveiller pour aller pisser. Ça, des rêves comme ça, j'en ai entendu des centaines chez mes analysants. C'est un grand classique. Mais là, on dirait que c'est le contraire. Tout le monde dort et il faudrait les réveiller. Est-ce que c'est parce que j'ai passé une grande période là où j'avais très peu de rêves, voire pas du tout, ou des rêves très courts, et où j'aurais eu peut-être un désir de m'endormir, un désir d'hypnose, outre le besoin physiologique dont j'avais besoin du fait de mes nuits avec très peu de sommeil. J'aurais eu besoin de sommeil, mais aussi parce que j'avais besoin de rêve. Être sous hypnose, c'est comme être sous la main de Freud, et donc être capable de produire des rêves. Parce que moi aussi, il me manque des représentations. Et quand ça vient pas, il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est rarement très long, hein, les périodes comme ça, chez moi. Effectivement, voilà, ça revient. Très vite, il y a des rêves qui reviennent. Donc, ça serait l'expression, non seulement du rêve comme gardien du sommeil, mais du rêve comme exprimant le désir de dormir. Et en même temps, le désir de se réveiller d'une période d'apathie où il y avait assez peu de rêves et où donc les rêves me réveilleraient quant à l'inconscient au lieu de me laisser dormir sur un sommeil sans rêve ou un sommeil de rêve que j'ai oublié. C'est là qu'il y a effectivement les deux entités habituelles, hein, le ça et le surmoi qui se battent. Hein, le ça qui voudrait exprimer quelque chose, qui cherche à mettre en scène des représentations, et le surmoi qui cherche à l'en empêcher en se mettant éventuellement en scène lui-même. Ainsi, le barrage de police, c'est ça, à la fin de mon rêve. Hein. Le barrage de police, c'est le surmoi qui fait barrage, qui m'empêche d'aller vers les gens qui sont sous hypnose pour les réveiller. C'est-à-dire pour avoir un rêve qui me permettrait de me réveiller de ma période d'apathie onirique. Et le gars chauve au crâne rasé qui m'accompagne et qui, lui, provoque l'hypnose, je l'ai reconnu tout de suite. C'est un noir-marron de Guyane, c'est le capitaine Anato, c'est le personnage principal de la série guyanaise, qui est une série de polars que j'ai lu ces temps-ci, c'est ma fille qui me les a offerts. Voilà, Colin Neal, l'auteur. Et c'est un truc qui m'a complètement hypnotisé. Parce que c'est absolument passionnant. Combien de nuits j'ai passé justement jusqu'à 2h du matin plongé dans la lecture parce que j'étais incapable de m'en sortir.
je vous le recommande vraiment. C'est un truc où il y a cette question que je pose dans mes rêves, qui est l'assassin, bien entendu, puisque c'est des polars. Mais en plus, il y a toute l'ambiance de la Guyane, avec tous les peuples qui s'y côtoient, et c'est extrêmement complexe, parce qu'il y a les Noirs-Marrons, qui sont les descendants des esclaves qui se sont libérés au XVIIIe siècle, les esclaves de la colonie hollandaise à côté, c'est-à-dire ce qui est maintenant le Suriname, et qui se sont révoltés, il y a la révolte dans mon rêve, qui se sont révoltés dans les années 1780, et qui ont obtenu leur liberté, et qui ont obtenu ce pays dans le haut du Maroni, où ils ont établi des communautés, des villages libres. Alors parmi ces Noirs-Marrons, il y a les Njuka, il y a les Aluku, il y en a quelques autres, et puis il y a les Indiens, les Wayana, les Taki-Taki et quelques autres. Il y a les Créoles, il y a les Métropolitains, il y a des Brésiliens, il y a toute cette faune qui se côtoie avec des cultures extrêmement différentes et des incompréhensions entre cultures, mais la culture joue un très grand rôle, y compris dans les assassinats ou dans les suicides. Parce que par exemple, il y a dans le premier des romans, là, parce que en fait c'est 3 romans, il y a une femme, Njuka, c'est-à-dire noir-marron, qui se suicide parce qu'elle est coincée. Tout le monde dans le village l'accuse de sorcellerie. Elle ne peut plus vivre. Dès que quelqu'un est malade dans le village, on dit que c'est de sa faute. Dès qu'il y a un problème, quel qu'il soit dans le village, on dit que c'est de sa faute. Et comme elle faisait des démarches pour obtenir une carte d'identité française qu'elle n'avait pas, ce qui lui aurait permis d'émigrer en France et d'éviter cette mise à l'écart de toute la population, au moment où elle s'aperçoit que sa démarche n'aboutira pas, elle n'aura pas sa carte d'identité française, elle se suicide. Ce qui est pris pour un meurtre, ce qui amène toute une enquête, et c'est ça qui est très marrant d'ailleurs dans le livre, parce que c'est là où on s'aperçoit que c'est un suicide déguisé en meurtre, parce qu'il est mieux dans cette culture d'être assassiné que d'être suicidé, parce qu'un suicidé c'est un mauvais mort, un meurtre c'est un bon mort, il n'a pas fait exprès. Et si on est un mauvais mort, eh ben on devient un fantôme errant, un esprit qui hante la forêt et qui revient tourmenter les vivants. Si on est un bon mort, on est un esprit qui peut s'en aller et qui laisse les vivants tranquilles. D'où la nécessité de maquiller le suicide en meurtre. C'est un à côté, mais voyez à quel point les questions psychanalytiques peuvent être présentes dans des romans policiers. Surtout quand ils sont bien faits comme ça. Donc le capitaine Anato, c'est lui qui mène l'enquête et c'est lui qui est dans mon rêve. Et il mène l'enquête non seulement sur ce suicide-meurtre, mais sur lui-même. Parce que c'est un type qui est originaire de la Guyane, il y est né, mais il a émigré avec ses parents quand il était tout petit, et il a passé toute son enfance à Meudon-la-Forêt, c'est juste à côté d'ici, je fais des randonnées très souvent dans Meudon-la-Forêt. Je me suis senti un peu solidaire de lui, quoi. Et quand il redébarque en Guyane, une fois son grade de capitaine de gendarmerie obtenu, il connaît rien à la Guyane et à la culture. Et il ne reconnaît rien à sa propre histoire. Et personne ne veut rien lui en dire, parce que toute la famille pense qu'il a trahi en partant en France, etc. Bon, vous voyez comment son travail d'enquêteur est un travail d'analysant. Il cherche ses origines. Et d'ailleurs, en cherchant ses origines, il apprendra que son père n'est pas son père, et puis je vous en passe. À un moment, il dit dans le roman, d'ailleurs, je ne sais pas qui je suis. Oui, il n'a pas ses racines, il ne sait pas qui il est. D'ailleurs, il ne parle même pas le Njuka. Il commence à le réapprendre, alors que c'est un type qui a dû parler Njuka quand il était petit. Et je me suis reconnu, parce que moi-même, j'ai pu dire à une époque, j'avais la trentaine, je ne sais même plus qui je suis. Et moi, mon père, c'est mon père. J'ai eu beau enquêter. C'est pas parce que son père n'est pas son père qu'on est plus paumé ou moins paumé que quand son père c'est son père. Et il y a toujours des secrets de famille, il y a toujours des choses qui n'ont pas été dites,
sur l'origine. Il y a toujours des énormes pans de l'histoire, même quand on n'est pas immigré, donc j'en sais quelque chose. Je ne suis pas un immigré, même si ma mère est polonaise, je suis fils d'immigré, mais mon père est français. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, notamment autour de la question sexuelle, bien évidemment. Et des abus qui a pu y avoir lieu dans l'enfance et qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne se l'imagine. Mais encore une fois, dans beaucoup de cas, on peut dire, oui, parce que c'est des abus qui ont duré jusqu'à tard dans l'enfance, jusqu'à 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc la personne s'en souvient. Mais dans d'autres cas, ça s'est arrêté quand la personne était trop petite, et donc c'est tombé dans l'oubli. Donc, c'est là que se pose la question qu'on se posait auparavant, mon analysant témoin, est-ce du lard ou du cochon, ces histoires sexuelles? Donc voilà pourquoi c'est lui qui hypnotise, parce qu'il m'a hypnotisé. Il m'a hypnotisé, je me suis trouvé une fraternité avec lui. Et c'est là où je retrouve une fraternité avec tous mes analysants. Parce que tous mes analysants sont dans cette recherche de leurs propres racines et de leur identité. Et c'est bien parce que je me sens solidaire de cette recherche que je peux les accompagner. Maintenant, je sais qui je suis. J'ai plus vraiment de doute là-dessus. Je continue à chercher et à enquêter, bien entendu. C'est ça qui fait de moi ce que je suis. Mais je ne suis plus là à dire, je sais plus ce que je suis, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je désire, je sais pas d'où je viens. Non, j'ai fait sortir tout ça grâce à mes rêves, y compris les possibles tentatives de viol. Et maintenant, ça m'assoit dans la vie. Ça me donne une place. Ça me permet de faire mon trou, comme je dis souvent. Et donc, c'est comme ça que, de l'avoir fait mon trou, je peux aider chaque analysant à faire son trou. Mais alors, l'histoire de l'astéroïde aux ordures, au milieu de tout ça, je reviens à mon rêve. Eh bien, j'ai été un peu étonné par la précision de cette ordure qui me tombe dessus. Je vous rappelle, un emballage de plastique transparent qui aurait pu contenir des gâteaux, lui-même emballé dans un sac en papier avec des anses. Très élégant, tout ça. Comme ce qu'on trouve chez le pâtissier. J'ai très vite compris, il s'agit double emballage, c'est comme la double anatomie du sexe féminin. Grande lèvre, petite lèvre. Et la transparence de l'emballage qu'il y a au milieu, c'est comme si c'était la transparence du phallus que je ne vois pas sur le corps d'une femme. Il est transparent, mais il est là. Et en tout cas, l'emballage, ça sert à emballer un phallus qui devrait être là et dont je n'arrive toujours pas à admettre qu'il n'y est pas. Je m'en fous complètement. Je sais que c'est dans les rêves, dans la vie, je m'en accommode très bien. Mais je sais que dans les rêves, c'est comme ça. Dans l'inconscient, c'est comme ça. Je n'arrive pas à concevoir une femme sans phallus. Ou c'est la castration. Et c'est là que ça a besoin. C'est là que le surmoi intervient pour maquiller, justement, ces représentations. Ce qui fait que ce ne sont pas des représentations directes. Je pourrais représenter le sexe féminin en direct, mais non, c'est maquillé. C'est le surmoi qui fait ce travail-là. Une représentation, c'est toujours un compromis entre ce que veut le surmoi, ne pas représenter, et ce que veut le ça, représenter. Ça donne un hybride. Mais c'est là où ça m'a amené une association sidérante, hypnotisante peut-être. C'est que j'ai pensé à un analysant que j'avais entendu la veille, qui lui m'a raconté un rêve très long, plein de péripéties, qui se passait essentiellement dans les égouts. Les égouts, les ordures, paf, paf. Comme pour les marionnettes, j'ai transposé dans mon propre rêve. Et pourquoi? Si ce n'est parce que l'appareil sexuel se trouve dans la proximité la plus absolue des ordures. Le pipi, le caca. Voilà pourquoi. Ce qui s'est passé avec cet analysant, c'est que son rêve avait beau être très précis, plein de péripéties, bien décrit. Je lui ai posé plein de questions pour le mettre sur la voie, parce que
en l'entendant son rêve, j'avais déjà compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait de scènes primitives, il s'agissait de sexe, il s'agissait de renaissance, de se remettre au monde, tout ce que j'ai repéré dans mes propres rêves. Et dans le rêve de pas mal d'analysants. Mais j'allais pas lui balancer ça, puisque c'était mes interprétations. Ça pouvait ne pas être les siennes. Bien que ça me paraisse à moi hyper évident. Donc je lui ai posé plein de questions pour essayer de le mettre sur la piste et ça n'a pas marché. Fiasco total. C'est même pas qu'il a trouvé une autre interprétation qui m'aurait satisfaite cette fois. Mais c'est qu'il n'en trouvait pas du tout. Il n'avait pas d'association. Enfin si, il m'a sorti quelques associations, mais qui ne se posaient pas en interprétation. Il ne voyait pas lui-même le rapport qu'il y avait entre l'association et son rêve. Et il y en a forcément un, puisque l'association est venue par association, justement, à des éléments du rêve. Mais donc, j'en conclus, à la lecture de mon rêve, que j'ai été frustré par mon échec, c'est-à-dire par le fait que je n'ai pas réussi à l'aider à interpréter son propre rêve. Donc je m'en fabrique un sur la base du sien, parce que je sais que moi, au réveil, je serai capable de l'interpréter. Donc je m'identifie à lui dans l'espoir qu'il l'interprète. Vous voyez qu'on retrouve la même configuration dans l'histoire des marionnettes que je fais monter sur scène. C'est-à-dire que mon désir, c'est un désir d'analyse. C'est pas seulement mon désir d'analyste qui est dans la représentation du sexe féminin, en l'occurrence, du sexe féminin comme masculin. C'est le désir qu'il soit comme moi. C'est-à-dire qu'il soit capable d'interpréter ses rêves comme j'en suis capable de moi-même. Je dis toujours que j'aimerais bien qu'ils trouvent leurs propres interprétations, même si ça ne me convient pas. C'est vrai. Mais dans mon désir inconscient, j'aimerais bien qu'ils trouvent les interprétations que j'ai trouvées. Et c'est de ça que je dois faire gaffe. Parce que c'est là où c'est l'éthique qui intervient, le surmoi, encore une fois, qui vient me dire « Ah non, tu ne dois pas l'aider à être pareil que toi, tu dois l'aider à être toi-même. » Non, tu dois aider à être lui-même. Vous voyez comme c'est pas facile, lapsus. Je dois l'aider, c'est ça que dit l'éthique, à devenir lui-même, à trouver ses racines, à trouver d'où il vient. Bien évidemment. Mais on voit que souvent l'inconscient n'est pas d'accord. Il me fait faire des trucs comme ça. Bon, de notre côté, c'est pas mal non plus. Parce que ça me donne, ça me renforce dans ce que j'ai appelé tout à l'heure cette fraternité qui fait que nous marchons ensemble sur une voie qui est une enquête à propos de ce qui s'est passé dans la toute petite enfance, voire avant, pendant la grossesse et la conception, pour aboutir à une renaissance. Mais ça, même ça, c'est ma conception, qui pourrait ne pas être la conception de l'analysant, sur ce qu'est une analyse. Et donc, je dois faire attention de lui laisser toute sa place. Mais en même temps, je dois faire attention aussi à laisser toute la place au sujet que je suis, parce que si je refoule trop toutes mes tendances, eh bien je risque de les laisser sortir au mauvais moment dans une séance. Et ça m'est arrivé, malgré les efforts que je fais pour analyser mon contre-transfert. Il y a toujours un moment où ça dérape, où je dis un truc que j'aurais pas dû dire, ça m'a échappé comme ça, comme j'en ai parlé tout à l'heure. C'est quand même mieux que ça sorte en rêve, et que je puisse en parler à quelqu'un, tiens par exemple vous, de façon à ce que ça soit quand même relativement sous contrôle. Je dis relativement, parce qu'encore une fois, totalement sous contrôle, 1, c'est impossible, et 2, ça risque d'être pire. Vous voyez comme il faut composer avec les différentes forces en présence. Alors, je suis tombé, grâce à la collègue Sylvie Tronfort, je suis tombé sur un article de John Schneider
issu de l'année psychanalytique internationale de 2011, pages 103 à 126. Et cet article s'intitule « Du travail du rêve de Freud au travail de la rêverie de Bion. L'évolution de la conception du rêve dans la théorie psychanalytique ». Et c'est un article extraordinairement intéressant qui m'a mis au travail. Alors, John Schneider est un anglophone, son article est traduit. L'année psychanalytique internationale est une revue internationale. Et il se situe dans la mouvance anglophone, c'est-à-dire les successeurs de Mélanie Klein, Winnicott. Bion, dont il nous parle beaucoup, est également effectivement un anglophone qui se situe aussi dans la mouvance Mélanie Klein, Winnicott. Eh bien, j'ai été surpris dans les analyses que John Schneider poursuit de la théorie de Bion, d'y retrouver en fait la théorie de Lacan. Bon, pas exactement la même, mais des éléments suffisamment significatifs pour que ça m'interpelle. Et ça m'interpelle au sens de « tiens, ils trouvent la même chose, c'est qu'ils ont tous les deux raison ». Non, c'est plutôt au sens ils trouvent tous les deux la même chose, mais ils ont tous les deux tort. Mais il faut que je le démontre. C'est un peu facile de l'asserter comme ça. Voilà. Dans l'idée de Bion, nous dit Schneider, il y a dans le rêve un work in progress, c'est-à-dire un processus au travail que je pourrais appeler, en reprenant cette fois Lacan, un processus de symbolisation. Et puis, à côté, dans chaque rêve, il y a des éléments qui ne sont pas au travail du rêve et qui ne font pas partie du rêve, qui sont dans le rêve, mais dont Bion nous dit qu'ils ne sont pas partie du rêve. Ce sont comme des hallucinations. Les hallucinations, selon lui, ça ne fait pas partie du rêve, ce n'est pas du rêve. Et ces hallucinations, pourtant dans le rêve, ne sont pas work in progress, et donc sont impensées, dit-il. J'ai mis un moment... Là, je vous donne le fruit de ma réflexion et de ma lecture, mais j'ai mis un moment avant d'arriver sous un vocabulaire différent, très différent, à y reconnaître ce que Lacan aurait pu appeler le réel si Lacan avait une constance dans la définition du réel. Mais disons, dans l'acception la plus souvent retenue de ce que Lacan dit du réel, à savoir effectivement quelque chose qui est hors symbolique. Donc, Bion dit impensé, qui ne fait pas partie du travail du rêve, qui n'est pas du rêve, qui est comme une hallucination. Parce qu'il rapproche ça de la psychose en disant qu'une hallucination, ce n'est pas du rêve, c'est une pensée non pensée. C'est un rêve qui n'est pas rêvé. Voilà. Et on retrouve la même chose, c'est Lacan au fond. Avec son réel, c'est ça. Et c'est là où justement, dire que le réel, ça s'oppose au symbolique, c'est un peu compliqué, parce que même chez Lacan, lorsqu'il en parle, par exemple chez le président Schreiber, ou chez Joyce, puisque il ne nous parle pas de ce qu'il fait, mais il parle de ses lectures. Et donc, il a lu des fous, et il en déduit des choses. Eh bien, il en déduit des choses sur quoi ? Sur des représentations, sur ce qu'il a lu. Et donc, pour moi, c'est symbolique. Ça veut dire que la personne, aussi folle qu'on la dira, a pu symboliser, justement, en racontant des romans. Ou pour Schreiber, son autobiographie, pour Joyce, des romans. Pour Lacan, comme pour Bion sous un autre vocabulaire, toutes ces choses-là que racontent les dits psychotiques, entre guillemets, c'est du réel. C'est-à-dire, on reprend, brut de décoffrage, la maxime de Freud, prendre des mots pour des choses. Alors, effectivement, cette maxime, elle fonctionne. Je l'ai constaté, ça marche très bien.
Sauf que prendre des mots pour les choses, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mots. Ça veut dire que quelqu'un, à un moment, un sujet, a franchi ce pas de prendre pour de la réalité ce qu'il avait cependant symbolisé, puisqu'il en parle. Il peut le décrire. Il peut dire ce qui lui arrive, ce qui le tourmente, ce qui lui cause des angoisses. C'est vrai chez Schreiber comme chez Joyce. Et pour moi, c'est vrai chez tous les gens que j'ai pu côtoyer dans les hôpitaux psychiatriques. J'avais beaucoup de mal avec cette histoire-là, que c'était du réel, parce que les gens que j'ai rencontrés dans les hôpitaux me racontaient ce que les voix leur racontaient, ou me décrivaient les hallucinations visuelles qu'ils avaient. Donc c'est comme s'ils me racontaient un rêve, en quelque sorte. Ils me racontaient quelque chose qu'ils avaient vu ou entendu dans la réalité, pas dans le réel. C'est ça la nuance que j'impose. Dans la réalité, c'est-à-dire dans l'extérieur d'eux-mêmes. Et pourtant, puisque c'était raconté, c'était symbolique. C'est pour ça que j'appelle ça de la réalité, pas du réel. Puisque le réel, je l'ai rencontré dans mes rêves, et chez certaines personnes rencontrées dans les hôpitaux psychiatriques qui me parlent de leurs hallucinations qu'ils ne peuvent pas décrire, des voix qui chuchotent, des voix qui crient, des voix qui parlent une langue incompréhensible, qui grommellent, eh bien j'ai rencontré ça dans mes rêves. Ça, on ne peut pas le décrire, ça n'a pas de sens. Ça, oui, c'est du réel. Donc on le retrouve aussi bien dans des rêves de gens comme moi, qui ne vont pas dans les hôpitaux sauf pour y travailler, et de gens dits malades dans les hôpitaux, qui, eux, décrivent ces trucs-là dans l'extérieur d'eux-mêmes, qu'ils appellent une réalité. Mais ce n'est pas du réel parce que c'est symbolisé. Alors pour Bion, il s'agit de l'impensé, il s'agit il finit par dire que dans chaque rêve, il y a une partie qui est non rêvée. C'est-à-dire qui est comme une hallucination, qui est, comme dirait Lacan, comme du réel. Mais c'est pas... c'est ce que je viens de m'efforcer de vous expliquer. Dans la mesure où la personne en parle, c'est symbolique. C'est pas du tout comme ces morceaux de rêve à moi, où j'entends quelqu'un qui grommelle, où je dis qu'il y a un tas d'objets que je ne peux pas décrire, ou un tas de personnages que je ne peux pas décrire. C'est complètement différent. Donc ils font là une distinction qui vient aussi de cette nécessité que j'appelle psychiatrique, de vouloir à toute force faire une différence entre les psychotiques et les névrosés, de façon à se protéger un peu pour dire les psychotiques c'est les autres, c'est pas moi. Je donne un exemple, qui est donné par John Schneider. C'est un patient qui lui raconte un rêve qui fait à répétition. C'est toujours le même cauchemar, en fait. Il rêve qu'il est à la guerre du Vietnam, parce qu'il a effectivement fait la guerre du Vietnam. Il est sur un bateau sur le fleuve. Les Viet Cong font feu depuis la rive. Il veut riposter et son fusil est enrayé, il ne peut pas tirer. Et là, il est dans une terreur effroyable et il se réveille. Et le rêve se répète toutes les nuits. Alors, Schneider nous dit, en suivant Bion, voilà, ça, c'est l'exemple même, il n'y a pas de work in progress. Le rêve ne fait pas son travail de rêve, puisqu'il revient identique toutes les nuits. Et ça, en ça, je le suis volontiers. Je le suis volontiers, il n'y a pas de travail du rêve. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas entendu. Parce que l'analyste ne l'entend pas comme quelque chose qui est au travail. C'est parce qu'il a la théorie de Bion en tête, et on pourrait avoir la théorie de Lacan en tête sur le réel, c'est la même chose. La théorie qui lui dit « Ah, ça c'est quelque chose qui n'est pas au travail », puisque ça se répète. Parce que ça peut se répéter une ou deux fois. Mais si on prête attention à cela, si on pousse la personne à associer, ça change tout. Si moi, je ne suis pas persuadé que c'est quelque chose qui n'a pas de sens, parce que pour Schneider, comme pour Bion, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est juste la reproduction de la réalité, ce que Lacan appellerait un réel. Ce que beaucoup de gens disent comme explication du trauma. Le trauma est un réel, et parce que c'est un réel, il se répète, parce qu'il n'a pas été symbolisé.
Mais alors qu'il y a des images, que ces images peuvent être parlées par la personne, tout ça est dans le symbolique. Non, mais il y a quelque chose d'effroyable qui est là, et que l'analyste n'entend pas. Alors, je dis toujours qu'il ne faut pas interpréter le rêve des autres, mais puisque là il nous le propose, et que lui, il l'interprète en disant c'est pas interprétable. Moi, ce que j'entends dans le type qui se trouve avec son fusil enrayé et qui ne peut pas riposter, moi je dis il est incapable de tirer son coup. Bon, d'accord, c'est mes projections. Mais combien de fois je l'ai entendu dans 50 000 rêves chez des dizaines de personnes différentes, donc finalement ça finit par me titiller un peu, quoi. Hein. Donc moi je suis en train de me dire dans ma tête, en reproduisant ce rêve, tout ce qu'il essaie de faire monter sur scène, c'est sa terreur de l'impuissance, de ne pas pouvoir tirer son coup. Alors peut-être bien il est allé à la guerre du Vietnam, peut-être bien qu'il a subi des choses effroyables, mais son inconscient se sert de ces choses effroyables pour représenter quelque chose d'encore plus effroyable, qui s'appelle la castration. Parce que la castration, c'est ça qu'on éprouve lorsqu'on éprouve de l'impuissance. Et si l'analyste ne l'entend pas, et là c'est clair qu'à aucun moment de tout l'article, ça ne lui vient à l'idée que ça pourrait être ce type d'interprétation. Donc il en fait un impensé. Alors, pour reprendre le vocabulaire un peu plus compliqué de Bion, il en fait un élément bêta. Bion parle d'éléments bêta, ce qu'il appelle des expériences émotionnelles qui n'ont pas été travaillées. Lacan dirait du réel qui n'a pas été symbolisé. Vous voyez le parallèle entre les deux. Mais je crois que effectivement, quand on n'entend pas soi-même la castration chez soi, c'est difficile de l'entendre chez les autres. Et du coup, on a l'impression que ça n'a pas de sens. C'est juste un sens refoulé, une signification refoulée, très profondément refoulée. La répétition vient seulement du fait qu'elle n'est pas entendue. Je répète parce que je veux que tu entendes, je veux que tu entendes, je veux que tu entendes. Chez moi aussi, ça répète, la castration. Mais c'est chaque fois différent et c'est pas des cauchemars. C'est des rêves tout à fait agréables. Je vous allais raconter tout à l'heure. Ça passe très bien. Pourquoi ? Parce que je me suis entendu finalement. Et je me suis entendu aussi dans le fait que je n'ai pas besoin d'assumer la castration, comme ils disent. C'est-à-dire d'arriver à un but. Je sais que, par expérience, que c'est cyclique. Un rêve me permet de l'interpréter, je le découvre, très bien, immédiatement c'est à nouveau refoulé, et puis le rêve de la nuit suivante me le ramène, et ainsi de suite, mais sous une forme différente. Ce qui fait qu'à chaque fois c'est quand même intéressant. Et puis c'est pas un cauchemar. Et puis à chaque fois j'ai le plaisir de me retrouver comme dans un roman policier, je me demande qu'est-ce qui se cache là-dessous. Donc ça devient une partie de moi. Ce qui était effroyablement angoissant devient juste une partie de moi. C'est là mes racines, c'est là ma source, c'est là mon origine. C'est ce qui a fait ce que je suis moi. Donc je ne vais pas essayer de l'éradiquer en disant il faut que j'assume la castration. Non, je ne l'assume pas. C'est bon, j'assume que je ne l'assume pas. C'est complètement différent. J'en fais quelque chose. J'en fais des récits, j'en fais des images dans mes rêves et ensuite des récits dans mes livres, dans mes articles, dans mes vidéos. Bon, alors il faut quand même que j'achève mon explication du vocabulaire de Bion. J'ai parlé des éléments bêta, donc du réel, de l'hallucination, Bon, j'ai montré qu'on pouvait en parler dans d'autres vocabulaires. Et puis il y a les éléments alpha. Les éléments alpha, chez lui, c'est le retour au work in progress, c'est-à-dire ce qui a été mis sous la forme de représentation. Les éléments bêta n'étaient pas représentables, pas pensables, et il appelle la fonction alpha ce qui va permettre à ces éléments bêta de devenir des éléments alpha, c'est-à-dire des éléments symbolisés sous forme de représentation. Donc Lacan dirait, ou plutôt moi, parce que Lacan ça part dans tous les sens, moi, dans une édulcoration raisonnée de la pensée de Lacan,
le réel qui devient symbolique par la fonction symbolique. Moi, je ne suis pas sûr du tout que le principe du travail du rêve, ça soit de passer du réel au symbolique. Là aussi, dans mes rêves, j'ai repéré qu'il y avait du réel. Bon, il y a du réel, et puis le reste. Et par contre, tout le reste, ce que Bion appellerait éléments alpha, ce sont des éléments refoulés qui demandent analyse, qui ne demandent pas à être symbolisés, ils sont déjà symbolisés. S'ils sont symbolisés, c'est qu'il y a des représentations qui sont en conflit l'une avec l'autre. Représentation du ça, représentation du surmoi. C'est en conflit, donc on obtient dans un rêve un compromis, et quand on a du mal à obtenir un compromis, on obtient un réveil dans la terreur la plus absolue. Et donc voilà, élément bêta, élément alpha, c'est le vocabulaire de Bion. Bon, vous voyez que c'est pas la peine d'inventer sans arrêt des nouveaux vocabulaires quand on a tout ce qu'il faut dans le vocabulaire de tous les jours. Hein. C'est pas représenté, j'en fais une représentation. C'est quand même compréhensible. Hein. Alors encore une précision sur le vocabulaire de Bion. Il parle de ces éléments bêta comme étant des expériences émotionnelles. Et il dit que ce sont des expériences émotionnelles non digérées. La métaphore de la digestion, c'est une des métaphores préférées de Bion. Hein, l'appareil psychique digère les expériences émotionnelles pour en faire des éléments alpha, ou du symbolique, selon Lacan. D'ailleurs, ça c'est pas faux, parce que c'est aussi dans le vocabulaire de tous les jours. Des fois on dit, ce qu'il m'a dit l'autre jour, je ne l'ai pas digéré. Bon, je ne sais pas si ça se dit en anglais, mais en tout cas en français ça se dit, et ça tombe bien. Mais pas digéré, est-ce que ça veut dire que c'est du réel ? Est-ce que ça ne veut pas dire plutôt que ça rentre en conflit avec mon amour-propre, par exemple ? Mon amour-propre, c'est une représentation, et ce qu'il m'a dit, il m'a traité de salaud, c'est une représentation aussi. C'est un conflit de représentation. Et je dis que j'ai pas digéré ce conflit. Hein. C'est pas forcément du réel ou des éléments bêta, comme dit Bion. Mais quand il parle d'expérience émotionnelle, je dis aussi qu'il y a un problème de vocabulaire, là. Parce que dans émotionnel, il y a émotion, et pour moi, émotion, c'est synonyme de sentiment. Et le sentiment, pour moi, c'est l'affect. Et l'affect, pour moi, c'est le symbolique. Je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos auxquelles je vous renvoie. Hein. L'affect, c'est ce qui va faire que j'ai de l'intérêt pour quelque chose. Parce que si j'ai pas d'intérêt pour quelque chose, ce quelque chose, ça me rentre même pas dans les organes des sens. Ça y rentre à l'état de trace sensorielle, oui, et donc ça peut s'imprimer comme ce que j'appelle signe de perception, avec Freud, Wahrnehmungszeichnen, mais ça reste là. Aucun intérêt. Par contre, ce qui m'intéresse, ça m'intéresse pourquoi ? Parce qu'il y a un trou autour. Ça se distingue de l'environnement. Ça s'extrait de l'environnement. Cette force qui l'extrait de l'environnement, qui fait un trou dans l'environnement pour me l'amener vers moi, c'est l'affect. C'est-à-dire, j'aime cette chose. Ou je la hais. Parce que ça aussi, ça attire mon attention. Hein. Quelque chose que je hais, j'ai envie de le détruire, ça monopolise mon attention. Hein. Et donc, quand on parle d'émotion, on parle d'affect, et pour moi, c'est déjà symbolisé. Donc, l'affect, c'est le processus de symbolisation. Hein. S'il parle d'expérience émotionnelle, eh ben, l'expérience émotionnelle, c'est ça, c'est la symbolisation. Mais pour lui, c'est pas ça. C'est justement ce qui n'a pas été symbolisé, ce qui n'a pas été transformé en élément alpha. Donc, je donne ces précisions de vocabulaire parce que chaque auteur développant son propre vocabulaire, à la fin, on finit par ne plus savoir ce qu'on lit, ni plus savoir ce qu'on dit quand on cause avec les collègues. Hein, il faut s'entendre sur les trucs, quoi. Je vais même un peu plus loin, moi, je l'ai décrit dans une vidéo il y a très longtemps. L'affect, lui, ce n'est pas la représentation. Hein. La représentation, c'est la surface, l'affect, c'est le trou. Mais, ayant éprouvé l'affect dans mon corps, ça me troue. Hein. J'éprouve
l'amour, la haine, la colère. Après coup, je peux nommer ce que j'ai éprouvé. C'est-à-dire que je donne une représentation à ce trou qu'était l'affect de la représentation précédente. Ça fait un petit peu plus compliqué, mais il faut bien comprendre qu'à un moment, oui, on nomme aussi les affects. C'est-à-dire on leur donne une surface. Ça ne les empêche pas de continuer à être trous. Mais cette surface par laquelle je nomme l'affect, eh bien, elle peut être ce qu'elle est, amour ou haine. L'affect qui entoure la nomination de l'affect, c'est aussi un trou qui peut être la même chose ou différent. Parce que je peux aimer l'amour que j'éprouve, mais je peux haïr l'amour que j'éprouve. Par exemple, j'éprouve de l'amour pour maman, mais je sais que c'est interdit, donc je hais cet amour-là une fois que je l'ai repéré. La haine que j'éprouve pour quelqu'un, c'est la représentation, la surface, la haine c'est le trou qu'il y a autour, et une fois que j'ai nommé la haine, je peux aimer cette haine. Je peux dire, il le mérite bien ma haine. J'aime ma haine, oui, ou je peux ne pas l'aimer en disant, c'est pas bien de haïr. Je ferais mieux d'aimer cette personne. Vous voyez comme ça fonctionne, de trou en surface et de surface en trou. Moi, c'est mon vocabulaire, et ça a l'avantage d'être repéré par des petits dessins de topologie. On n'est même pas obligé de dire que c'est de la topologie, des petits dessins tout courts qui permettent de s'y repérer. Alors, une fois ces réserves faites quant à l'emploi du vocabulaire expérience émotionnelle, je lis chez Bion que l'expérience émotionnelle est la même si elle est vécue en rêve ou si elle est vécue dans la réalité. Et c'est en cela qu'il dit que le processus est le même. Alors, je suis un peu épaté. Là où il cherche dans le rêve un processus qui est work in progress, élément alpha, bien séparé d'éléments bêta qui sont plutôt psychotiques, qui ne sont pas work in progress, qui ne sont pas rêvés, qui sont impensés, eh bien, dans les deux cas, il dit que ce soit la veille ou le sommeil, il dit que l'expérience émotionnelle est la même. Alors qu'il fait des distinctions à l'intérieur même du rêve. Bon, ça m'épate un peu. J'y entends le fait que ce qu'il appelle expérience émotionnelle, comme je viens de le décrire, c'est les éléments bêta, c'est ce qui est l'équivalent du réel. Donc, effectivement, où que ce soit, c'est la même chose, puisque c'est la chose en soi. Non, pas la chose en soi, puisque la chose en soi, c'est le noumen de Kant, et moi, ce que j'appelle réel, c'est les traces laissées par les organes des sens. Donc, je n'emploierai pas expérience émotionnelle, mais expérience sensorielle, pour parler de ça. Au moins, on est un peu plus clair sur l'emploi des mots. Alors, l'expérience du réel est la même, parce qu'effectivement, quand on dit expérience sensorielle, c'est effectivement la même que les organes des sens soient imprégnés de l'extérieur par quelque chose du réel, soit qu'il y ait une régression dans le processus du sommeil qui fait que je vois des choses comme étant à l'extérieur. Puisque dans mon rêve, je vis dans un univers qui est complètement interne, mais que je perçois comme externe. Donc, ce qu'il appelle expérience émotionnelle, en admettant le mot émotion, ben oui, c'est la même chose. Ce que je vis en rêve, j'aime, je hais, j'ai peur, je m'enfuis, je vais vers quelque chose, je vais vers une jolie fille, je vais vers un gâteau, c'est la même chose que dans la réalité, sauf que dans la réalité, je suis un peu plus inhibé. Mais c'est tout. Les organes des sens sont impactés de la même façon. Sauf que dans le rêve, les organes des sens sont impactés en retour hallucinatoire de ce qui a été imprimé une première fois par les organes des sens. C'est un retour sur ce qui a été enregistré en quelque sorte. Alors oui, là, ça continue de m'épater et je m'aperçois que j'ai pas tout compris. Bon, ça me laisse du travail pour une autre fois. En attendant, on va essayer de travailler sur un autre exemple que nous donne John Schneider. Avant d'y venir, je vous rappelle juste à quel point c'est artificiel cette différence qu'il y aurait à faire dans les rêves entre éléments alpha et éléments bêta, puisque ce qu'il a nommé dans le rêve du soldat américain qui est paralysé là,
impuissant. Lui, il appelle ça élément bêta, l'ensemble du rêve. Moi, je le rangerai aussitôt dans les éléments alpha, puisque je vous ai dit comment je pourrais l'interpréter. Alors, qu'est-ce qui va dire, dans un rêve, ce qui est élément alpha ou ce qui est élément bêta? Qu'est-ce qui va dire ce qui est marge au réel et ce qui est marge au symbolique quand on n'a pas une bonne définition de ce qu'est le réel et de ce qu'est le symbolique? Quand on n'a pas une bonne définition de ce qu'est l'émotion par rapport à la sensation? Quand on n'a pas une bonne définition de ce qu'est l'élément alpha par rapport à l'élément bêta? C'est tout le problème. Alors voilà, John Schneider nous dit qu'il a reçu une dame pendant très longtemps qui a un gros problème depuis la mort de son fils. Son fils qui est mort dans un accident de voiture alors qu'il conduisait. C'est donc un fils devenu adulte. Et depuis que ce fils est mort, nous dit John Schneider, elle est comme morte. Elle se tient toute raide sur le divan, elle parle d'une voix monocorde, elle est triste tout le temps, et elle ne fait que dire que ce qu'elle attend de l'analyste, c'est pas guérir de sa dépression, c'est que son analyste lui ramène son fils en vrai, dans la réalité. Bon, évidemment, l'analyste ne peut pas faire ça. Il le reconnaît volontiers. Son travail est donc ailleurs. Et alors là, on va dire, les grands classiques, c'est oui, il faut aider cette dame à faire son travail de deuil, etc. Bon, ça, c'est les grands classiques. On va voir en quoi on peut les remettre en question. Alors là, il nous donne le critère que j'attendais depuis longtemps, qui va permettre de définir, de faire la différence entre élément alpha et élément bêta. Il nous dit qu'elle fait de nombreux rêves, et que ces rêves contiennent d'évidents éléments hallucinatoires. Hallucinatoire, ça veut dire pour lui élément bêta, réel, impensé, inanalysable. Et donc le critère, pour lui, c'est impossibilité de faire des associations ou réponse somatique de la part de l'analyste ou de l'analysant. Pour ce qui est du premier critère, il se trouve que je vous ai donné un exemple tout à l'heure quand je parlais de mon astéroïde aux ordures, qui revenait directement d'un rêve où il était question, chez un analysant, d'explorer les égouts. Lui, il dit, pas d'association. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Le gars qui m'avait raconté ce rêve n'avait pas d'association. Mais moi, j'en avais. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah oui, mais là, c'est vous qui associez, c'est pas lui. Et oui, mais c'est là toute la différence de l'attitude dans le transfert, consciente et inconsciente. Hein. C'est-à-dire que, au lieu de penser que c'est impensable, moi je pense que c'est pensable. Je me laisse associer. Alors que lui, il est bloqué par sa théorie des éléments bêta, et il pense que c'est impensable, parce qu'il n'y a pas d'association. Maintenant, dans la réalité d'une séance, qui sur le moment va décider de si c'est effectivement lui ou moi qui a raison? Bon, personne. Mais je dis moi que c'est là où je m'implique en tant qu'analyste. Mais lui aussi, il va s'impliquer en tant qu'analyste. Et on va voir comment. Alors il nous signale qu'elle fait de nombreux rêves où elle est identifiée à son fils. Elle devient son fils ou son fils devient elle. Je ne sais pas comment il peut continuer à penser que c'est impensable. Parce que justement, la manière de penser la perte de son fils de cette dame, c'est qu'elle est son fils. Je ne sais pas s'il se rappelle cette phrase de Freud qui dit que dans le deuil, l'ombre de l'objet perdu tombe sur le moi. C'est-à-dire je m'identifie quelque part à la personne disparue. Et moi, dans mes rêves, je fais tout le temps ça. Mes parents sont tout le temps encore vivants dans mes rêves. Hein. Quelqu'un dirait, bah, t'as pas fait le deuil. Bien sûr que si. C'est pas ça le problème. Ce sont des représentations que j'ai admis être des représentations. C'est tout. Hein. Et je m'identifie, pareil, à des traits de mon père, à des traits de ma mère, à des traits de ma fille même. Ça fait partie de ma personnalité, de mes racines, de mon origine. Oui, même ma fille. Tout ça fait partie de mon histoire. Ça contribue à faire ce que je suis. Mais tout ça, c'est symbolisé. C'est des éléments alpha. Comment est-ce qu'il peut dire que c'est du bêta, que c'est de l'impensé? Bon, si ce n'est
parce qu'il y a une théorie qui le dit, et qu'il faut appliquer la théorie. Problème quand même. Il nous dit aussi qu'à un moment, alors qu'il allait chercher cette patiente dans la salle d'attente, son estomac s'est mis à gargouiller, alors qu'il n'avait pas faim, précise-t-il. Et il comprend qu'il contracte ses muscles abdominaux, et que c'est une contraction pour se raidir, pour ne pas se réveiller de l'état de mort dans lequel il est avec elle. Alors il dit de cet état de mort que je ressentais, mais il précise tout de suite, ou que non, justement, je ne ressentais pas. Expérience émotionnelle, il dit qu'il ne le ressentait pas alors qu'il le ressent, mais il donne tout de suite l'interprétation, encore une fois. C'est pas du réel, c'est vraiment une symbolisation. Et peut-être que ce n'était qu'une coïncidence que son estomac gargouille et que ses muscles se contractent à ce moment-là. Parce que moi, combien de fois j'ai entendu mon estomac gargouiller pendant les séances, mais ça arrive à tout le monde d'avoir l'estomac qui gargouille. Alors, que ce soit pendant les séances, bah oui, pendant les séances, puisque je reçois des gens toute la journée. Enfin, pas tous les jours, mais toute la journée. Donc fatalement, à un moment, ça arrive. Alors, est-ce que ça a forcément une signification? Moi, il y a longtemps que j'ai arrêté de me... Parfois, oui. Surtout, il y a longtemps. Il y a très longtemps, je me focalisais sur ces trucs-là, parce que ça devait être très en vogue dans les écoles de psychanalyse, de parler de ces trucs-là. Mais maintenant, ça gargouille, ça gargouille... je me rappelle d'une fois où c'est l'analysant qui m'a dit tiens, il y a votre estomac qui gargouille. J'ai répondu oui, ben voyez, c'est sa manière à lui de vous répondre. Bon, pourquoi pas. Mais je me situais sans interprétation de contenu, je veux dire, simplement dans le fait de question-réponse. Nous sommes sur la même longueur d'onde, cher ami. C'est juste ce que je voulais lui signifier. Je vous ai entendu. Je pense que c'est une des choses les plus importantes à signifier aux analysants. Donc John Schneider, lui, il nous dit qu'il est en train de digérer ce que la patiente n'avait pas digéré, il le digère à sa place. Vous voyez, il reprend la métaphore de Bion, et il s'identifie véritablement à la métaphore de Bion, donc à Bion quelque part, et il digère à la place de l'analysante. Et il fait le mort à la place de l'analysante, il digère le deuil, il fait le travail de deuil, si on veut. Et il dit que l'ayant compris, et là je lui rends hommage, bravo, l'ayant compris, il a décontracté les muscles de son estomac, que ça allait beaucoup mieux, et que ça s'est ressenti dans le ton de sa voix, que la patiente l'a entendu, et que du coup, elle allait beaucoup mieux aussi. Et du coup, elle a apporté un rêve, dans les séances qui ont suivi, et dans ce rêve, elle se voyait sous l'eau, en train de faire des bulles, et elle suivait une des bulles qui remontait vers la surface, et enfin, elle est arrivée à la surface. Et à la surface, elle voyait son fils sur une plage, donc elle est allée aborder sur cette plage, et elle est tombée dans les bras de son fils. Et elle disait que c'était absolument merveilleux, cette sensation. Elle le sentait vraiment, réellement, physiquement, dans ses bras. Mais c'est à partir de là que ça a commencé à aller mieux. Et curieusement, voyez que là où la patiente nous parle de la présence réelle du Fils, de la présence physique du Fils, eh bien John Schneider nous dit, elle a assumé la perte. Ce qui court dans les écoles. Mais vous voyez que c'est complètement différent. Oui, je sais bien qu'on peut l'entendre sous un certain angle, mais il parle de perte, elle parle de présence physique, mais dans un rêve. C'est-à-dire que les mots ou les images ont cessé d'être des choses. Il y a une représentation, comme dans l'histoire de Paupiette avec des herbes, comme dans l'histoire de sac avec à l'intérieur un emballage de pâtisserie transparent. Il y a une représentation assumée comme telle, mais justement, pas assumée dans l'absence, pas assumée dans la perte, assumée dans la présence. Mais ce qui est présent, même indiqué comme dans le vocabulaire réellement, physiquement, etc., c'est assumé comme représentation. C'est ça qui fait toute la différence.
C'est-à-dire qu'on peut assumer le fantasme d'un fils toujours vivant, pourquoi pas? Pas obligé de faire son deuil. Mais ça peut être une façon de faire son deuil. Hein, et ça va mieux. À partir de là, ça va mieux. Et John Schneider nous dit, là encore je lui rends hommage, il dit que ce qui avait permis ça, c'est que justement il est sorti de ces réponses savantes, dit-il, et il met savantes entre guillemets, ces réponses savantes par lesquelles, évidemment, il travaillait grâce à son savoir qu'il avait appris dans Bion. Le savoir qu'il y a de l'impensable, de l'irrévable, du psychotique, etc. Et que c'est quand il a laissé tomber, lui, ce savoir-là, qu'il a desserré les muscles de son estomac, et que ça s'est senti dans le ton de sa voix. Il a laissé tomber cette idée. Et bien curieusement, dans sa conclusion, l'idée revient. Il y a dans le rêve des éléments alpha, des éléments bêta, et il faut passer des éléments bêta aux éléments alpha, c'est-à-dire symboliser le réel. Alors, chez moi aussi, j'ai repéré du réel et j'ai repéré des représentations dans mes rêves. Mais je ne pense pas que le travail, ça soit de passer de l'un à l'autre. Et surtout pas de s'appuyer sur un savoir, quel qu'il soit, pour travailler en psychanalyse. Alors le seul savoir dont je ne peux pas me débarrasser, je vous l'ai montré, c'est celui de mes propres fantasmes, de mes propres projections. Ce pourquoi j'en parle, ce pourquoi je les analyse, pour essayer d'en faire quelque chose. Ce qui ne veut pas dire les éradiquer à tout prix, puisqu'il m'arrive de raconter mes rêves et de raconter mes fantasmes à mes analysants. Mais c'est justement pour leur indiquer précisément qu'il s'agit de représentations et qu'il s'agit des miennes et pas des leurs. Et que c'est peut-être pour ça qu'il y a une influence de l'un à l'autre. Mais qu'en l'analysant, en le repérant, au lieu de le dénier, ne serait-ce que par une position éthique inflexible, vous c'est pas moi, voilà, il suffit de le dire, il n'y a qu'à, que ça va marcher. Ah non, l'inconscient il est beaucoup plus rusé que ça. Bon, j'espère vous avoir transmis quelque chose.